Cette semaine, dans le balado, on soupçonne notre belle-mère, on se planque dans un endroit inusité et on combat l'intelligence artificielle. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marot et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! De retour en poste derrière nos micros. Bien sûr, on a fait une petite relâche d'une semaine où toi, tu t'es quand même farci plusieurs films. Ouais, c'est ça, que t'as pas réussi donc, à rattraper ce retard. Alors, je suis arrivé il y a quelques jours, donc tu pourras nous... rejaser, oui, mettre à jour toutes ces sorties-là. Mais avant, on a un petit mot de commanditaire pour les prochaines semaines, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, cet épisode du balado est présenté par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, il y a des lieux qu'aucune image, qu'aucun mot ne peut vraiment traduire. La vraie magie, celle qui marque, ne se raconte pas, elle se vit. Visiter le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plonger dans l'instant, les yeux et le cœur grand ouverts, s'imprégner des paysages, loin du bruit, loin des artifices. Rencontrer les gens d'ici, se sentir tellement bien comme à la maison. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, faut pas juste le visiter, il faut le vivre. Et on oublie que c'est pas si loin que ça quand même. C'est dans l'autre sens. Nous de Québec, là. Ouais, c'est ça. Donc, pour les gens de la grande région de Québec, ça peut faire une belle petite fin de semaine très sympathique. Ouais, puis nous, personnellement aussi, dans ma famille, on est très chalet du temps des fêtes. Ouais, okay. C'est ça. On fait pas des grands voyages, puis des clubs med, puis on n'a jamais fait ça, mais louer un chalet, puis être dans le bois, puis faire de la raquette, on aime beaucoup ça. Puis là, évidemment, on est déjà réservé pour cette année, mais c'est vrai que le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait être une très bonne idée. Je vais en glisser un mot à la famille Breton. Alors, allons avec les actualités. Je relevais 3 petits trucs les plus intéressants. C'est qu'il n'y a pas de déluge d'annonces, mais à savoir qu'on aura l'occasion, peut-être pour ceux qui sont un peu plus jeunes, qui n'ont pas eu l'occasion de voir à l'origine les Kill Bill au cinéma. Mm-hmm. On annonce enfin les 2 films en programme double, ou en fait, j'imagine qu'il va y avoir un entracte parce que ils ne vont pas mettre ça à 4h30 de temps. Là. Ouais, c'est ça. Mais donc, The Kill Bill, The Whole Bloody Affair prendra l'affiche le 5 décembre, mais avec une petite séquence inédite d'animation de 7 minutes. Ah ouais, OK. Qui sera ajoutée au film. Donc on ne sait pas quand, dans le sens au début, à la fin? Non. Pas en plein milieu. Découvrir, on verra bien. Mais est-ce que ce que tu as lu, parce que moi, mes premières lectures, quand on m'a posé la question, c'était juste aux États-Unis, par contre. Ah oui, pour vrai, OK. C'était, je pense que c'était peut-être du Fathom Events, là, ou une affaire comme ça. Là, ils sont bien actifs pour faire de l'événementiel. Ouais. Puis là, ils sont tellement forts dans leur publicité que là, l'Internet n'a pas de limite. Ça vient jusqu'ici. Puis là, tout le monde s'enquérit auprès des cinémas de hey, allez-vous rejouer, genre les Twilight, là, ils rejouent tout un par soir. Puis là, c'est comme, c'est juste aux États. Puis là, quand tu cherches ici, là, il n'y a pas le deal avec les distributeurs. Il faut que tu cours après les droits. Puis là, le produit fait pas de sens parce que il n'y a pas de prix spécial pour, fait que ça coûte, la rentabilité pour un cinéma est j'ai hâte de voir là. Parce qu'en même temps mais pour que c'est iconique là, ça va mais pour que les grands quotidiens du cinéma en parlent, puis on parle d'une sortie nationwide qui disait, donc je pense que ça va être quand même une grande sortie. Souvent Fathom Events c'est à plus petite échelle, fait que moi je sais pas. Ouais, quand même. Moi j'ai l'impression que, en tout cas, on verra si ça sort au Canada. Je pense que ça va quand même sortir sur beaucoup d'écrans aux États-Unis. Mm-hmm. Peut-être que ça va créer une demande pour ici, effectivement, à surveiller, mais ce serait le fun. C'est ça, il faudrait que je ne sais pas qui est l'ayant droit actuellement de ces films-là. C'est Paramount qui ont le catalogue Miramax. OK. Donc, fait que ce serait eux qu'il faudrait qu'ils se déniaisent et offrent ça. Mm. Mais c'est un peu bizarre que, en tout cas pour l'instant, tu vois, on fait couler de l'encre, mais... Je pense pas qu'il y ait eu de l'annonce comme telle là, du côté de Paramount Canada, là, c'est ça que je veux dire. Donc, on fouillera un peu, on essaiera de trouver l'information. On l'espère. Moi, je trouve que c'est ça, c'est de l'événementiel, c'est super le fun, des trucs comme ça. Là. En fait, je comprends pas pourquoi, justement, tu sais, Fathom, là, qui faisait, on avait entendu parler un peu, c'était le 25e des Ninja Turtles. Non, plus que ça. Parce que c'est 90, 35e. 35e, oui. Puis, tu sais, je sais qu'au Québec, le monde en demandait allez-vous l'avoir? Il y a ça aux États-Unis, puis tout. Tu sais, après, peut-être que ça aurait généré 10 000 $ de box-office, là, dans le sens très peu, mais c'est comme si l'opportunité se présente pas parce qu'il n'y a pas ça, une espèce de compagnie qui crée de l'événementiel, qui fait un deal pour... Mais un cinéma aurait pu très bien juste le présenter par lui-même. Un film comme ça, c'est facile. C'est quand c'est des programmes doubles, je le mets en exemple, le Twilight, là, il faut que tu cours après les droits des 5 films. Ouais.
Puis des fois, on a beaucoup de cinémas aussi qui ont moins d'écrans, quand même des petits cinémas là, de 6 écrans au moins. Fait que là, paralyser une salle au prime time, 19h, des fois, c'est difficile. Là. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est moins réalisable. Mais à la limite, cette énergie-là pourrait exister. Là, c'est ça. Ce serait comme un distributeur qui deviendrait spécialisé sur les anniversaires. Là. Puis il y a aussi toujours l'enjeu, par contre, des versions. Là. Des fois, c'est ça qui est difficile. Aux États-Unis, tu as une version anglaise, puis ça finit là. Là, nous, des fois, t'es comme, OK, je le fais dans la doublée ou dans l'original ou qu'est-ce qui va parler plus aux gens? La doublée, il faut que ça soit celle qui soit québécoise. Ou de l'époque, toujours, là, du moins. Là, quand c'est un film de 30 ans. Là, fait que c'est vraiment un niveau de plus de recherche puis de préparation, mais je le souhaite dans le cas d'un Kill Bill, j'imagine que c'est l'anglais qui prédominerait pour ce genre de film. Là. Mais j'aimerais bien le revoir, honnêtement. Écoute, ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai vu, puis le revoir au cinéma, je serais bien curieux. Ils ont-tu annoncé des cinémas qui le faisaient genre en 35 mm puis des choses comme ça? Oui, il va y avoir 35 et 70 mm les deux c'est aussi, fait que des endroits plus spécialisés. On avait déjà évoqué qu'il y avait un prequel, un antépisode d'Ocean's 11 qui se tramait, qui se discutait. Il n'y avait pas une affaire de Ryan Gosling avec ça? Là, c'était Bradley Cooper qui est en négociation avec Margot Robbie pour une histoire qui se déroule dans les années 60. Donc, mais on n'a pas dit s'il y avait un lien avec le personnage de Danny Ocean, joué par George Clooney. Mais cette semaine, Clooney a confirmé qu'il y aurait un Ocean's 14. OK. Donc, un 4e film s'en vient. On parle pour 2027. Techniquement, ça se passe même après Ocean's 8, la version féminine. Ouais, tout à fait. Confirmé que Brad Pitt, Julia Roberts et Don Cheadle reviennent pour l'instant. Donc, on ne sait pas encore pour Matt Damon. Ont-tu confirmé Bernie Mac? Je m'excuse. Sa langue. C'est facile. Donc, ils essaient un tournage en 2026 pour une sortie en 2027. Fait que, écoute, est-ce qu'on va avoir un doublé dans l'univers d'Ocean's 11 cette année-là? C'est quand même drôle. Je sais pas pourquoi que... Et soudainement, on dirait que le 14e, en tout cas, 14 a l'air de se passer plus vite que l'autre qui est mort un peu dans le moulin à rumeurs. En fait, non, je pense que l'autre est en tournage cet hiver. OK, je pensais que c'était juste des rumeurs. Fait que je pense que ça va être probablement 2026 le prequel d'Ocean's 11 et 2027 l'autre. Fait que je sais pas pourquoi que soudainement cette propriété intellectuelle devient si importante chez Warner. Là, des fois en cinéma ils disent qu'il y a quelque chose dans l'air puis c'est imprévisible puis à un moment donné t'as rien puis là tu te mets à voir 4 films de vampires puis c'est comme ça fait genre 20 ans qu'il n'a pas eu puis là tout le monde a pensé à ça puis ça doit être ça. Là. Mais ultimement c'est drôle parce que les droits sont au même là, c'est Warner qui a ça. Fait. C'est à eux de gérer leur feu vert. Là. Et la grande question, c'est est-ce que Steven Soderbergh va revenir? Après ça, Clooney n'en a pas parlé, il n'a pas confirmé, mais j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix de... Parce qu'il a quand même fait les 3... Il a fait la trilogie au complet, Mais c'est pas lui qui a fait celui féminin Ocean's 8. Okay. Non, il n'était pas impliqué là-dedans. Toujours chez Warner, écoute, là, c'était une évidence même, mais on a finalement confirmé qu'il y aura bel et bien un Minecraft Movie 2, donc une suite, pour juillet 2027. C'est ça, j'ai cru voir ça. C'est qu'on déplace ça en plein été. Je sais pas si j'aime ça ou j'aime pas ça. C'est vraiment la stratégie, on en a déjà discuté précédemment, mais tu prends une sortie à un moment différent que l'été ou le temps des fêtes. Puis là, des fois, quand c'est un succès, ils font « Ah ben là, si on avait été l'été, on aurait fait encore plus. » Fait que tasse ça pour capitaliser. Sauf que ça va jouer du coude parce que, je sais pas par cœur c'est quoi qu'il va y avoir en juillet 2027, mais il va y avoir d'autres films d'animation, d'autres films famille, d'autres suites de machin 3, 4, 5, peut-être le Ocean's 14. Peut-être. Mais qui sera pas un gros compétiteur contre... en plus, les deux, c'est Warner, ils sortiront pas en même temps, mais c'est ça. Moi, tu vois, j'aimais mieux l'idée de ça sort le 15 avril, puis ça fait un raz-de-marée d'argent, d'entrée financière, ça fait un... le cinéma, ça peut pas être juste comme des essais puis des films qui marchent pas trop puis là t'es comme venez là ça c'est les suites des films que vous aimez puis là en même temps ça n'a pas de bon sens, les gens viennent pas au cinéma 2 fois par semaine là, fait qu'ils font quand même faire un choix puis fait alors que tu vois tandis que le Mario je trouve ça bien que comme ça a full fonctionner début avril on ressort le suivant même période début avril puis Minecraft aurait pu faire ça parce que c'était le pendant c'est sûr qu'il y en a que c'est Universal l'autre Warner mais il avait pris la même fenêtre ça a full marché fait je trouve qu'il y a un risque à changer à moins qu'il y avait déjà nos gros films annoncés, mars-avril 27, je suis pas allé voir. Des fois, ils ont peut-être décidé, on va occuper cette place-là. Mais moi aussi, j'étais un peu cet adage-là de dire, ça a fonctionné là à ce moment-là, pourquoi pas?
Surtout que genre de film Minecraft, tu sors n'importe quand, il va y avoir du monde, là, on s'entend. Là, Ouais, parce que c'est tellement connu. Fait que je pense qu'ils nuisent à d'autres de leurs gros canons, ouais. puis de films de super-héros, puis d'affaires. Mais techniquement, ils connaissent ça mieux que moi, là, cette affaire-là. Ils ont surtout eu une très bonne année. Il y a du monde qui sont grassement payés pour prendre ces décisions. Ça a mal parti avec Mickey 17 et tout, mais là, on se rattrape bien chez Warner. Hein. Et d'ailleurs, les coprésidents Michael DeLuca, j'ai oublié le nom de la femme, leur contrat a été renouvelé. Ouais, c'est ça. Après avoir cru renouvelé, bonifié et tout. Là, quoique, on va voir quand est-ce qu'en début de l'année prochaine, quand The Bride va sortir, là, le couperet va retomber parce qu'ils vont dire « Ah, ça rentre pas dans son argent! » Pour les bandes annonces, nouveau film québécois qui va prendre l'affiche 28 novembre. Je pense qu'on le positionne pour un des gros films de décembre, peut-être même jusqu'aux fêtes, si c'est assez de jambes. C'est Les Furies. C'est un bon coup de patin. Voilà, de Mélanie Charbonneau. Donc, deuxième film pour elle en l'espace de quelques mois. Ouais, c'est quand même assez inusité, même au cinéma américain. Là, c'est rare qu'on voit ça. Fait qu'elle... Paf, les deux films livrés. Puis puis surtout que je crois que dans le cas des Furies, c'est ça, ils vont peut-être arriver essoufflés. Là, le film s'est terminé là, très récemment et tout. Là, fait que c'est cool. C'est parce qu'au Québec, des fois, c'est l'inverse. On dirait que c'est tellement lent avant d'avoir l'aval puis tout. Puis les films restent pas tablettés de la même manière parce qu'on n'attend pas le marché comme le cinéma américain des fois. Là, mais on dirait que souvent, c'est fait un an et demi d'avance, mettons, là, le temps de bien faire les choses. Fait que la fois qu'il y a comme le film va être prêt, je pense que Ma belle-mère est une sorcière qu'on va discuter, ça avait été le cas un peu aussi. Là, le film a été prêt quelques semaines juste avant. Puis du côté des Américains, c'est plus monnaie courante, ça, justement. Peut-être même les Français, là, je connais moins le cinéma français au niveau de la production. Fait que, bref, Les Furies qui racontent une histoire de hockey, une ligue de hockey féminine qui se fait tasser parce que la ligue masculine prend plus de place. Fait qu'un peu pour se venger dans un genre de club social et de gestion de la colère, ils font décider de former une équipe de roller derby. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool aussi parce que je le dis positivement, c'est qu'il y a eu un hype sur le roller derby il y a genre 10 ans. Les ligues étaient revenues. Il y avait le film Whip It de Drew Barrymore qui avait réalisé. Avec anciennement Ellen Page, qui est devenue Elliot Page. Et c'est ça, fait qu'il y avait eu comme une popularité à ce moment-là, puis le temps a passé, mais je sais que le sport existe encore, grandit. À cette heure, c'est plus juste des adultes, il y a des plus jeunes qui pratiquent ça, là, avec le patin à roulettes 4 roues, là, très vieillot, vintage, c'est ça. Le côté très salace aussi, là, des noms un peu très grivois en général, des faux noms et tout. À l'époque, j'allais beaucoup voir une ligue amateur c'était pas au Centre Horizon, mais en tout cas, à Limoilou, là, il y avait une ligue comme ça. Là, puis on buvait de la PAPS, puis tu pouvais crier arrachez le foie, puis des affaires de même. Et j'aimais beaucoup ça. Fait que, puis c'est une belle brochette, j'ai oublié de noter, mais je sais qu'il y a Anne-Elisabeth Bossé, mais c'est Gabrielle Côté, c'est ça, qui est la scénariste et une comédienne principale, mettons. Juliette Gosselin. France Castel, qui est dedans. Qui va être la coach un peu. Sandrine Bisson est là. Sandrine Bisson. Debbie Lynch White, je sais pas si je le dis. Effectivement. Puis j'ai oublié... d'autres visages connus qu'on a... C'est ça, c'est parce que son nom m'échappe. Retiens-moi leur nom. Elle qui est qui a fait ses débuts dans Comme le feu au cinéma. Aurélie Achandi Lompré, là, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, moi, pas que j'étais un peu sceptique, mais j'étais pas certain du projet. Mais voyant la bande-annonce, je trouve que ça a l'air vraiment cool. Un mélange un peu les Boys, Dodgeball aussi. Je trouve que ça fait penser à ça. Peut-être pas aussi absurde, mais... on navigue un peu avec ces archétypes-là. Puis, de rentrer, parce que comme Dodgeball, de former, de rentrer dans une nouvelle ligue, puis là, ils vont affronter des championnes, puis des affaires de même, il faut se faire les dents. Puis la vieille coach qui est jouée par France Castel, qui fait quoi, Rip Torn, tout ça. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne comédie légère à voir dans le temps des fêtes. Bien hâte, puis je pense que c'est la gang de gars qui sont là-dedans, jouent tous un peu des salauds. Là. Fait qu'il y a Antoine Bertrand, justement, un peu contre-emploi. Maxime Decotteret, Antoine Pilon. Fait que les faces qu'on aime. Là. Donc voilà pour Les Furies à découvrir le 28 novembre. Novembre est un mois des huîtres. C'est un mois en breu. Autre titre, c'est quoi? C'est toi qui avais un autre dans l'annonce? Ah non, c'était le seul. C'était la seule, pardon, je pensais qu'il y en avait deux. Mais restons dans le québécois pour les sorties cinéma, parce que ça prend d'assaut le nouveau Conte pour tous. Ma belle-mère est une sorcière de Joël Desjardins Paquette.
Paquette. Ouais, deuxième film pour Joël Desjardins-Paquette après l'intimiste Rodéo. Ouais, qui était surprenant comme film. Ouais, avec c'était Maxime intéressant. Leflaguet qui Ouais. comme se sauvait dans son semi-remorque, là, dans son poids lourd pour aller voir Road movie dans l'Ouest dans l'Ouest canadien. c'est ça. Ça met en scène, ça, Ma belle-mère est une sorcière, Marilyn Castonguay dans le rôle de cette dite belle-mère qui a tout l'air d'une sorcière, Pierre-Yves Cardinal, le père de famille, Juliette Aubé, qui joue surtout à la télé et surtout dans L'œil du cyclone. Ouais. Alors, La fille de Christine Beaulieu, une des filles, en fait. Ouais, du personnage. Hein? Oui, Ouais. oui. Et c'est scénarisé par Christine Doyon et Dominique James. Dominique James qui est à la tête des Contes pour tous depuis son rachat et la relance de Coco Ferme. Donc, c'est le 3e film. Christine Doyon qui est sa conjointe et qui co-scénarise chacun des films depuis le moment. Et ce qui est intéressant, j'en viens au synopsis, c'est que là, c'est le premier film original. Ouais. Parce que Coco Ferme était une revisite de Tirelire Combine et compagnie. Même chose pour Mademoiselle Bottine qui réadaptait un peu les thèmes de Bac et Bottine. Bac et Bottine, voilà, c'est ça. Alors, on retourne aussi dans ce classique familial. Ça dure 1h15, 1h20. C'est très bref, plus familial, alors que Bottine, qui était un excellent film, là, mais qui était plus dans 1h50, était peut-être un peu plus adulte dans sa thématique. Un soir, dans le fond, Margot, jouée par Juliette Aubé, ses parents sont en processus de divorce, sont en séparation. Sa mère est partie en voyage, un long voyage, réfléchir à tout ça. Mais elle est convaincue que quand elle va revenir, ses parents vont se rabibocher, se remettre ensemble. Mais un jour, en revenant de l'école, elle découvre qu'il y a une nouvelle madame avec des cheveux roux frisés qui a l'air très ésotérique et que son père est follement en amour avec elle. Elle dit, mais ça se peut pas que du jour au lendemain, tu tombes en amour, même si c'était une ancienne amie du secondaire que tu n'as pas revue depuis jamais, puis là, c'est le grand amour, puis tout va bien. Il y a de la sorcellerie dans tout ça. Alors, avec ses amis et même l'aide d'une voyante, une spécialiste de l'occultisme qui a mis son bureau à la buanderie du village, va en apprendre plus sur le côté des sorcières puis essayer de la faire quitter, de faire briser le charme et de la faire disparaître de leur vie. Fait que le côté enquête très Amblin, donc les films de Spielberg de la jeunesse. Il y a un petit côté, tu sais, le film sort en octobre, une thématique de sorcière, fait qu'il y a un petit quelque chose d'Halloween, tu sais, je dirais pas horreur, là, épouvante, là, les thèmes aussi épeurants que passer l'Halloween avec vos enfants, là, tu croises, il y en a qui ont des costumes plus épeurants, mais il y a plein des enfants de 6 ans qui passent l'Halloween et qui font pas des cauchemars pour autant, là. Fait que c'est ce côté-là que, tu sais, je veux vraiment dire qu'il y a un petit côté spooky, là, comme on dit, de magie, de boules de cristal, de grenouilles, puis d'affaires comme ça, mais il n'y a vraiment rien de terrifiant dans ce film-là. C'est vraiment une belle porte d'entrée pour l'ambiance Halloween. Oui, c'est ça que je veux bien préciser. Là. Je veux pas effrayer personne. Non, puis je pense que c'est un film qui est très bon, peut-être pas pour les très petits, là, mais tu sais, du 6-7 ans et plus, c'est sûr que les jeunes vont embarquer dans l'histoire. Ouais. Hyper simple, très bien joué. J'ai beaucoup apprécié Juliette Aubé, que moi, je suis un grand fan parce qu'on écoute L'œil du cyclone chez nous, qui vieillit, par contre. Ça me surprend toujours. Ouais, rendu à comme 14 ans, ouais, je pense, c'est ça. Fait que, mais je pense qu'elle est vouée à un bel avenir. Très bonne comédienne. Je trouve que c'est un bon rôle pour elle. J'aurais aimé ça discuter avec Joël, la réalisatrice, parce que je trouve qu'elle a un look qui évoque Winona Ryder dans Beetlejuice avec sa coupe de cheveux, tout pète carré, tout ça. Ouais. Mais on sent l'atmosphère des films que moi j'ai grandi, tu l'as dit, des années 80, des productions de Spielberg. D'ailleurs, je pense un petit clin d'œil assumé à E.T. avec la séquence de dissection de grenouilles qui était dans E.T. Je connais pas assez par cœur E.T. Je me souviens pas. Fait que moi j'ai beaucoup apprécié honnêtement. J'aurais peut-être pris un peu plus de chair autour de l'os, mais sinon c'est une autre belle réussite. Faut dire Dominic James fait un excellent boulot depuis la relance des Contes pour tous. Les 3 films, je trouve, sont magnifiques, sont le fun. Puis je pense que c'est important pour notre culture à nous. Ils sont très différents, oui. Ouais. Puis c'est le fun de se retrouver au cinéma, pour les jeunes, de se retrouver au cinéma, de pouvoir s'identifier avec des personnages québécois, ce qu'on avait très peu depuis plusieurs années. Fait que, s'il vous plaît, je pense, allez encourager, vous voulez faire une belle sortie en famille, encourager le cinéma québécois. Bon. C'est vraiment du cinéma de qualité, puis l'ambiance, c'est le fun. On est dans
Je trouve qu'il y a beaucoup de tons gris. Fait que, on est dans justement l'ambiance parfaite d'Halloween, le noir aussi. Il y a beaucoup de séquences de nuit, tout ça. Fait que... ouais, une autre belle réussite, honnêtement. Puis moi, ça me faisait penser... quand j'étais jeune, il y avait eu 2 gros films de sorcières. Il y avait The Witches de... c'est pas... Roald Dahl, c'est comme l'histoire qui a été adaptée, mais c'est pas Roland Emmerich. Non, c'est Zemeckis. C'est Zemeckis, c'est ça. Ouais, c'est Robert c'est Zemeckis. ça. Puis ça, par contre, c'était très épeurant, là, parce que là, les petits-enfants se faisaient transformer en souris, puis les sorcières étaient les grosses verrues sur le nez, puis très épeurantes, puis tout. Mais c'était la mode, parce que 2-3 ans plus tard, il y a eu Hocus Pocus de Disney. Puis on est plus dans cette veine-là, je pense, le plus comique, léger. Sauf que dans Hocus Pocus, on suit les sorcières, puis un peu leurs aventures, là, même si elles sont un peu méchantes, puis c'est pas clair. Là. Il y a plus de fantastique, alors qu'ici, ouais, c'est parce que là, on essaie léger, de découvrir si la belle-mère est une sorcière ou pas. Est-ce que c'est juste une fabulation parce que, dans le fond, elle rejette le divorce de ses parents? Puis, je trouve ça très intéressant. Là, son ami aussi, depuis comme la maternelle, qui sont voisins, un peu le voisinage, là, qui sont amis depuis toujours. Puis lui, il met en perspective de genre, non, moi aussi, mes parents sont séparés, puis ma belle-mère... j'aimais pas ça au début, c'est peut-être t'exagères, là. Ton père est heureux, dans le fond, c'est quoi le problème, t'sais? Fait que il y a ça, puis je trouve que le message, justement, aussi de la séparation et tout, il est bien travaillé, là. C'est pas non plus un film qui dit vous allez avoir 2 Noëls, puis ça va être cool, là, il fait pas l'apologie de ça, mais on comprend qu'il y en a plus en plus, ça a peut-être atteint un plateau. Je connais pas les statistiques, là, mais il y en a pas mal là, de séparation puis de divorce. Fait que si c'est pas votre cas, tant mieux. Mais c'est sûr que votre enfant côtoie des amis que les parents sont séparés puis tout. Fait que après, c'est ça, c'est la vie normale. Fait que ça donne la situation à ce film-là qui est très drôle. Mais il faut dire, chez Compte pour tous, on semble aimer les enfants écorchés parce que le premier, sa mère était morte. Dans Bottine, c'est les 2 parents qui sont décédés. Oui, c'est vrai. Là, c'est la séparation. Ouais, c'est ça. Ouais, les drames familiaux, on va attendre le prochain, voir ce qui se passe. Puis tu vois, en même temps, je me souviens pas assez par cœur des originaux. C'est sûr que je pense que dans Garder dessus qu'on n'en parle pas trop là, des parents. Là. Mais des Grenouilles la baleine puis des affaires de même, je me souviens pas. Longtemps. Finalement, Bac et Bottine aussi, elle va vivre avec son oncle parce que ses parents meurent ou je sais pas quoi. C'est la même c'est ça, fait que c'est pas Dominique James qui vient d'inventer tout ça. Non, écoute, E.T. c'était une séparation aussi. Fait que non, c'est... Fait que il y a ça. Et on a fait de Mon Ciné Balado un épisode spécial où t'étais absent parce que c'était la semaine dernière. Mais fait que j'ai discuté. Joël Desjardins était pas là par contre parce que c'est ça. Elle donnait naissance. Elle donnait naissance, j'ai pu comprendre. Alors, elle faisait pas la tournée du film. Mais le trio des comédiens et comédiennes que j'ai nommés, donc Juliette, Marilyn et Pierre-Yves, fait qu'on a discuté du tournage, du tournage de nuit, de jour. De films d'horreur aussi. Discuter de films d'horreur, d'aller beaucoup plus loin que la thématique du film. Parler de magie aussi dans l'au-delà. Puis Marilyn raconte une couple d'affaires qu'elle faisait quand elle était jeune. Là. Elle vient de l'île aux coudes, là. Fait que c'est un petit truc, là. Fait que elle faisait brûler des pensées. Puis il y avait une petite boîte de sorcellerie. Puis on parle d'autres Pâques aussi, de plein d'ésotérisme finalement. Fait que très sympathique épisode. Voilà, allons-y avec une autre grosse sortie en fait. Autre sortie de la semaine, Roofman de Derek Cianfrance. Moi, un réalisateur que je connais pas. Je pense pas que c'est un réalisateur qu'on connaît beaucoup son nom, là, sans offense, mais j'ai vu finalement plusieurs de ses anciens films et c'est définitivement son film le plus accessible et le plus joyeux d'une certaine façon. Fait qu'il vient un peu du cinéma indépendant. Ouais, Blue Valentine était dans ses premiers il y a quelques années. Là. C'était avec Gosling. Michelle Williams. Oui. Un couple problématique et tout, là, que ça va pas, mais qu'il arrête pas d'aller dans un motel, là, puis on le voit une couple d'années, là, prendre des chambres thématiques. Là. Bon. Et il a fait ça. Il a fait avec Gosling aussi The Place Beyond the Pine. The Pine, c'est une histoire de repenti d'anciens délinquants là et tout. D'ailleurs, j'y pense, puis il me semble qu'il y avait Eva Mendes dans ce film-là aussi, fait que c'est peut-être là-dessus qu'ils se sont rencontrés. Qui sait? Et je me souviens plus un autre film là. Puis je pense qu'il a fait le film avec Michael Fassbender, puis sa conjointe. Alicia Vikander. Oui, je pense qu'ils se sont rencontrés sur ce tournage-là. C'est un matchmaker. C'est un matchmaker. Alors, qu'arrivera-t-il pour Channing Tatum et Kirsten Dunst?
qui sont les deux en couple. J'étais Jesse Plemons, ouais, est-ce que je ouais, c'est ça. Ah, y est-tu encore avec Zoé Kravitz? Non, ça, c'est... Ouais. Ah, ben là, oui, il devrait faire attention. Un voleur sur le toit, Roofman, c'est donc ici quand même plus léger. C'est un comédie dramatique biographique / criminel. Ça vient d'une histoire vraie, donc le personnage de... J'ai oublié de noter son nom, Jeffrey Manchester. C'est un ancien militaire. C'est quand même un good guy, mais il a eu comme des bad luck, puis il sait pas comment... Je sais pas, travailler, puis avoir de l'argent, puis réussir à arriver à ses fins. Puis il est un peu magané, fait qu'il se met à être le fameux Roofman, puis c'était à une autre époque, quoi, fin 90 à peu près, je pense. Ouais, mi-90 peut-être. Non, fin 90, fin début 90. 2000, ouais. Alors que les technologies de surveillance n'étaient pas les mêmes. Fait qu'il allait tout simplement sur le toit des McDonald's, puis il creusait un trou, puis il rentrait à l'intérieur, puis là, il se cachait, puis là, le lendemain, quand les premiers employés arrivent, ben là, il braque, puis il prend le coffre, tu sais, avant la livraison, avant qu'il y ait des clients, avant quoi que ce soit, tu sais. Fait qu'il a fait ça sur plein de trucs avant de se faire apprendre et tout, puis il a fini par devoir se cacher, et il a dit, ben, c'est ce que je sais faire. Fait qu'il s'est caché dans un Toys R Us, cette grosse bannière, défunte bannière de magasin de jouets. En s'évadant de prison. Ouais, en s'évadant de prison, là, je savais pas que c'était en prison, mais spoil. non. On le voit dans bande-annonce, oui, c'est juste ça. dans le film, ça arrive après quand même une demi-heure. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est vraiment un personnage qui est débrouillard, qui est astucieux, mais qui est aussi un peu jambon, là, genre quand même. Là. Je pense que c'est parce qu'il a trop un grand cœur tendre, là, finalement. Là. Ça fait un peu quand même un personnage un petit peu parfait là, de la manière qu'il le dépeigne, là, qui fait les mauvaises choses, mais c'est pas tout à fait de sa faute. Là. Ben, il blâme pas les autres, mais c'est plus comme il sait pas faire mieux que ça. Là. Fait qu'en se planquant là, ben là, il va finir par, il prend vie la nuit quand il y a personne, puis il se recache le jour, puis là, il va comme rentrer un peu dans la fenêtre des employés, puis en trouver une particulièrement sympathique et être épris de sa cause et se rapprocher comme ça de Kirsten Dunst, mais tout ça va nuire peut-être à sa couverture, puis à rester caché, puis à éventuellement se sauver parce que c'est un fugitif. Fait que c'est pour ça que ça mélange le côté criminel d'avoir fait des larcins et tout. J'avais une réserve au début du film, et je t'en avais fait part, c'est que ça dure 2h05. C'est pas la fin du monde, c'est pas si long, mais je trouvais que pour le pitch de ce film-là, j'ai peur que ça soit trop long. Mais c'est quand même très bien utilisé, parce que avant qu'il soit dans le Toys R Us, comme je dis, puis qu'il soit caché, puis que ça commence, ça prend une bonne demi-heure. Puis c'est pas parce qu'on perd notre temps, c'est parce qu'on prend le temps de montrer où est-ce qu'il commence, sa vie est où, tu sais... Il existe une version de ce film-là dans un univers parallèle avec genre Rob Schneider ou Adam Sandler, puis après comme 9 minutes, même pas 7 minutes, il est dans le Toys R Us, puis le film dure 85 minutes, tu sais. Mais c'est pas une comédie de situation, c'est pas une comédie romantique non plus, même s'il y a il se lie d'affection pour le personnage de Kirsten Dunst puis de ses filles à elle parce qu'il est divorcé. Lui-même, il est séparé, donc il voit plus ses enfants. Son lien est coupé parce que sa femme actuelle, son ex-femme est vraiment en froid avec lui. Fait qu'il est vraiment... Il est piteux quand même, le brave homme. Puis Channing est un excellent comédien pour incarner ça. Parce que je trouve qu'il est capable d'avoir une petite face de chien battu, justement. Là. C'est quand même très polyvalent, ce comédien-là. C'est pas, à m'en souvenir, c'est pas retrouvé dans des gros mélodrames à faire lourds de performances d'Oscar puis tout, mais il est très crédible, il est très efficace. Et ce que j'aime, il est assez aussi éclectique dans ses choix de films. C'est vrai que c'était mis en danger pas mal avec l'autre film où il était un prédateur sexuel. Exact. J'ai oublié le titre aussi, mais écoute, moi, c'était-tu Blink Twice? Oui, exactement, c'est ça. C'est un film que j'attendais depuis que j'avais vu la bande-annonce. C'est le genre d'histoire, moi, qui me plaît. Je trouve ça un peu inusité. On se souvient que le film Nike sur les souliers était dans mes top 10 de l'année. Fait que je comprends. Roofman avait tout ce potentiel-là et je dois avouer que j'ai été bien servi. J'ai eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, c'était tourné en 35 mm. Ah ouais, okay. Fait qu'on voit le grain de la pellicule à l'écran. Je trouve qu'il y a un charme. Ça fait un film un peu rétro. Ouais, c'est chaleureux, même si c'est grisâtre. Parce que lui aussi, il se passe à l'automne vers le temps des fêtes. Là. Exact. Puis à New York, il n'y a pas bien de neige. Là, mais Puis, non, j'ai aimé la proposition. Je trouve ça le fun parce qu'on se plaint tout le temps. C'est toujours la même histoire qu'on voit. Mais là, on nous offre quelque chose de complètement original. Et en plus, qui est vrai. Fait que c'est ça qui est encore plus capoté de l'histoire. Oui, puis moi, comme toi, on pensait que toute l'histoire de
voyons, là, le béguin pour l'employé du Toys R Us. Ouais. Puis tout, ça doit tout être ajouté. Puis tout. Puis Ça finalement, paraît trop gros, mais ouais, c'est dans vrai. le générique, ils nous montrent vraiment Ouais. des images d'archives et aussi ce qu'on comprend être des entrevues qu'ils ont réalisées récemment avec Ouais. les vraies personnes. Puis tu fais comme, OK, non, c'est vraiment, évidemment pas 100% vrai, mais une bonne partie de tout du squelette là, est vraiment fondée. Vraiment, tout à fait. Fait que vous voulez voir juste quelque chose de très divertissant, d'original. Les comédiens sont très bons. Channing Tatum et Kristen Dunst aussi. C'est comme un comeback là, depuis elle avec... c'était quoi le film de journalisme là, l'année passée? Civil War. Ouais, c'est vrai. Parce que tu sais, il y a quelques années qu'on... Elle était dans Power of the Dog aussi. Si tu me trompes, Ouais, aussi, ouais. Fait que depuis quelques années, c'est comme si elle retrouve des bons rôles, parce qu'on oublie que c'est vraiment une très bonne comédienne, Ben oui. qui joue aussi quasiment au naturel. Là. Elle est très peu maquillée à l'écran. Je trouve que les scènes d'émotion entre les deux sont très véridiques. Là. Ça passe très bien. On sent que c'est pas forcé. Fait que moi, à tout niveau, moi, je pense dans les coups de cœur de l'année, je sais pas s'il va être là pour le top 10, là, mais c'est pas impossible. Là, il reste des grosses des semaines. gros morceaux, là, mais vraiment un coup de cœur. Puis je suis allé lire rapidement parce que, en fait, c'est ça, lui, il s'est planqué dans le Toys R Us, Jeffrey Manchester, donc de juin. Puis j'ai dit à New York, décembre. mais c'est pas la ville de New York, je pense que c'est dans l'État. Dans là. l'État, attends, Ouais. je vais te dire ça. Non, c'est Charlotte, mais il y a plusieurs Charlotte. Ok. Ville de Ben, c'est parce Charlotte. qu'à un moment donné, il dit que ma famille Lui est à vient New de New York, York, puis ils ouais, font c'est genre, c'est un peu loin quand même, mais j'imagine que c'était comme 2 heures de route, mais c'est peut-être Mais- vraiment plus loin que ça. Dans la vraie vie, c'est encore un peu plus spécial parce que de la façon dans le film où il se planque, c'est inusité, c'est drôle un peu en même temps, sans trop en dire. Mais dans la vraie vie, il s'était vraiment planqué derrière un escalier. Fait qu'il avait comme fermé le côté ouvert là, d'un escalier. Comme un Avec- Harry Potter. Là, Jamais il s'avait créé ça avec des affiches. Puis tout simplement, Puis il est resté là. il est resté là 6 mois de temps. Ah, ok, c'est Sans ça. que personne ne s'aperçoive qu'il y avait quelqu'un. Parce que la ligne du temps n'est pas claire dans le film. On voit un peu les saisons arriver, mais il a pas l'air d'être là 6 mois. Là. Ça a l'air d'être un Ben, on petit le voit à un peu moment plus donné, bref. les calendriers qu'il met. Ah, puis c'est là, vrai, il va leur ouais. contacter en décembre. J'oubliais que c'était Ouais, c'est pas ça. mal l'été quand il est Ouais. arrivé. C'est vrai. OK. Fait que vraiment incroyable comme histoire de Jeffrey Manchester, donc Roofman. Oui, c'est ça. Puis ça vaut il y a une vibe qui peut rappeler, comme je dis, il y a pas il y a moins le côté de genre le grand geste romantique pis ces affaires-là. C'est pas vraiment romantique, même si c'est plus son ambivalence à lui. Hey, je suis en train de faire de quoi de le fun, mais en même temps, il faut que je me sauve. Faut que je sauve ma peau, puis je suis en train de mentir pour être là. Il y a une sensibilité de cinéma indépendant américain. Fait que, tu sais, en nommant les films que le réalisateur avait fait, Ouais. on est ça. Fait que oui, c'est Paramount, c'est un gros studio, mais ça n'a pas le... On ne vend pas un film de grand studio, ni l'esthétisme. Non, c'est ça. Ben, Fait c'est pour que- ça d'ailleurs que t'as dit un gros film puis tu t'es ravisé parce que les pronostics de box-office sont pas énormes. Là. On parle même ils appellent du single digit, là, fait qu'il y a peut-être 6-5 millions en fin de semaine. En même temps, je vais aller voir son Mais budget. Je pense qu'il n'a pas dû être très élevé. Là. Non. Ben, c'est sûr que comme le un 35 mm ajoute un petit peu tout le Ouais. temps. Là. Puis la DA, parce qu'ils ont recréé des bonnes pubs de McDonald's puis trop tard pour les pubs de Toys R Us, là, mais c'est des pubs de Lego, de Spider-Man. tu sais. Là-dessus, on parle d'un budget de 20 millions. OK. Fait qu'il doit en avoir 10 sur les décors. Là. Exact. Fait que peut-être Puis que les comédiens ont pris 2 un petit millions peu chacun, plus, les comédiens. Puis... d'argent. Puis je sais que Tatum C'est est ça. un des producteurs aussi. Fait que, Ouais, sinon il en peut-être, prend un petit peu moins, prend une cote. exact. Puis, exactement. Là. Mais ouais, c'est vraiment une belle vue, comme on dit. là. C'est le fun à aller voir, tout simplement. Très contre-programmation par rapport à l'horreur qu'il y a ces temps-ci. Exact. Et peut-être justement la grosse offrande de gros studios cette semaine. Un film à plus grand budget, c'est Tron Ares de Joachim Rønning. Ouais, avec en vedette Jared Leto. Greta Lee, qui est comme, on dirait le classique trope, là, après avoir tout cassé dans Past Lives, film intimiste, Ouais. indépendant. T'acceptes le film de gros studio avec Et le voilà. gros contrat qui vient Elle est payer ta excellente, maison. elle est vraiment bonne. Elle a un grand spectre d'émotions quand même à jouer là-dedans. Super. Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson aussi, c'est face qu'on ne se tanne pas de voir. C'est le 3e volet de la série Tron. Le premier, c'est 85? 82. 82, après 2005 pour Legacy, quelque chose de non, même. c'est plus tard que ça, parce que 2000 c'était Kaczynski. 2010 à peu près. 2010-12 peut-être, Ok, ouais. moi, dans ce coin-là. Joseph Kosinski. Puis là, on arrive là en 2025 avec Tron Ares. Je le dis d'entrée de jeu, il y a des clins d'œil
au premier film, au pluriel, là, aux deux premiers, mais quand même le deuxième finissait avec une forme de porte ouverte là, avec le personnage de Sam Flynn. C'est comme deux familles de jeux vidéo là, qui se battent dans le jeu, puis en dehors du jeu, sur le marché et tout. Puis ça amène une certaine ouverture, puis là on repart comme ailleurs. Fait que c'est comme un aparté de l'univers Tron. Ouais, c'est ça. C'est une forme de suite, mais c'est pas clair. T'sais. Fait qu'ils vont faire des liens, mais c'est comme s'ils refusaient un peu la fin de l'ancien. Fait que c'est ça, d'entrée de jeu, je peux dire, ce qui fait, c'est peut-être le classique de dire, on fait des suites, mais aux 10, 15, 20 ans, fait qu'on les attache, mais pas trop pour pas s'aliéner un public, puis se le fermer en disant, j'ai pas vu les autres, ça me tente pas. Fait que donc, vous pouvez aller le voir sans avoir rien vu avant, ça fonctionne pareil. On a deux grandes compagnies de jeux vidéo, mais il y en a une qui est rendue plus dans l'intelligence artificielle. C'est ça, comme tu disais. Le nouvel ennemi du cinéma. Exactement. Le nouvel ennemi, le nouveau questionnement du cinéma. Fait que il se fait une espèce de robot parfait qui est joué par Jared Leto, incarné par le corps de Jared Leto. Et je dis ça en joke, là, on voit juste sa face, là, on le voit pas en six-pack. Et voilà. Est-ce qu'il chante? Non. C'est ça. Mais il y a beaucoup de musique dans le film, j'y viendrai. Mais pas du 30 Seconds to Mars. Non. Fait que cette intelligence artificielle-là, puis là, comme dans les précédents, ils pouvaient rentrer dans le jeu, là, c'est la première fois qu'on sort du fameux jeu. Mais c'est pas trop un jeu, mais en tout cas, on sort de l'univers artificiel, on matérialise les choses. Mais malheureusement, leur durée de vie est très éphémère quand ils viennent là. Alors, ils sont à la recherche du fameux code que le personnage de Jeff Bridges, donc je sais plus qui, Flynn, avait fait il y a super longtemps. Fait que c'est la grosse recherche. Fait que le personnage de Greta Lee va trouver ça. Le méchant de Evan Peters, qui est lui l'autre tech guy, va y courir après. On veut tout avoir ce code-là. Fait qu'on utilise les entités robots. Donc, Commander, General, machin, il est joué par Jared Leto. Puis, comme son bras droit, c'est Jodie Turner-Smith. Fait que c'est comme les deux guerriers qui sortent avec leur moto puis qui essaient d'aller chercher les affaires. Un côté Terminator, parce que tu décris. Exactement. Ouais. Il y a ce côté-là du robot, mais là, c'est une intelligence artificielle qui se matérialise comme un peu une imprimante 3D, là, qui a une mission puis qui doit la faire, sauf que leur vie est un peu comme quasiment Edge of Tomorrow. C'était pas Kosinski qui avait fait ça? Oui, tout à fait. Que ça, il meurt après un certain temps, puis il revient là, tout le temps. Là, il mourait quand il se faisait frapper, là, mais fait qu'il y a un peu ce côté-là, de réussir sa quête puis revenir. Je me trompe, non, c'était Paul Greengrass. Je pense pas que c'est Greengrass qui a fait ça, mais c'est peut-être pas Kosinski non plus. Non, il me semble que c'est le premier qui a fait Jason Bourne. Doug Liman. Ah ouais, c'est ça, Doug Liman. Petit aparté, je m'excuse. C'est correct, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient en train de rager, c'est correct. Fait que c'est un peu ça finalement. Fait qu'on se promène, va-et-vient dans l'ordinateur, en dehors de l'ordinateur, quoi après la fille, mais là, qui a un agenda caché, qui est bien ou qui est méchant, des effets visuels épatants pour un budget qui n'est pas si élevé que ça, je pense. Là, j'ai pas vérifié, mais c'est pas du 210 millions. Là. On a vraiment réussi avec le temps à réduire les budgets et faire avancer une technologie très impressionnante pour des coûts quand même moindres. Là. Et moi j'ai l'impression qu'on doit être plus dans le 80-100 là, quand même. N'ayant pas eu la chance de le voir, mais les bandes annonces étaient quand même vraiment magnifiques. Fait qu'au niveau de l'esthétisme des effets visuels, ils sont vraiment parfaits. Okay. Et l'autre gros coup de circuit, c'est pour Tron Legacy, on était allé chercher Daft Punk. Ah oui, il est du 150. 180. Ah, bon, OK. C'est pour ça que ça look, finalement. Fait qu'on n'a pas trouvé de raccourci, puis ça coûte moins cher. Il n'y a pas d'AI qui a été utilisé pour faire les AI. Mais oui, un coup de marketing quand même au niveau musical. C'est ça, c'est parce que là, avant c'était Daft Punk, mais le Daft Punk n'est plus. Là, ils ont dit, hey, on va en chercher d'autres. Trent Reznor, Atticus Ross, ils font de la musique à côté, puis ils gagnent des prix, puis tout. Mais pourriez-vous être sous votre ancien nom de band, Nine Inch Nails, gros succès des années 90 et 2000? Puis je pense que ça tombe bien parce que j'arrête pas de voir des pubs que Nine Inch Nails repartent en tournée, puis ressortent un album, ils font plein d'affaires, fait que tout tombe bien pour tout le monde. Puis, fait que ils ont dit, oui, combien de tunes vous voulez? Puis ils ont dit, toutes. Fait que ça part avec Nine Inch Nails, ça finit avec Nine Inch Nails, ça arrête à peu près 1 minute 15. C'est du gros drum, de la bass distorsionnée, ça donne vraiment une esthétique, c'est ça, là, jeu vidéo futuristique, là, qui est vraiment cool. C'est ça. Mais c'est comme c'est un univers de jeux vidéo et tout. Moi, ça me rappelle, ça trahit mon âge, mais la série Megabug, là, Reboot, là, qui était, c'est ça, je te parlais de ça. C'était du monde, c'est comme
s'ils vivaient dans un ordinateur, puis il y avait des jeux, puis il fallait qu'ils jouent aux jeux, puis ils vivaient leur vie, puis c'était tous des noms de pièces informatiques, puis des affaires de même. Fait qu'un mélange de ça, puis de Terminator. Mais dans ceux-là, il n'y en a plus de jeu comme tel. Là. Il n'y a plus une aventure de jeu de fait qu'on n'est moto. plus dans l'univers de Tron, finalement. Non, vu qu'ils sortent à l'extérieur puis Ouais. tout. Fait que c'est plus comme quand ils sont dedans, c'est comme des quartiers généraux. Là. Puis là, genre, voici votre mission, OK. Puis là, matérialisez-nous, on va la faire. Fait que tu sais, il y a des dialogues un peu débiles. C'est comme simple, mais dense. Fait qu'il y a quand même souvent de la redite de... On nous dit explique ce qu'on les choses. fait pour être sûr que tu as bien compris là, Ouais. et tout. Là. Ça arrive à l'occasion. Ouais. Mais c'est vraiment divertissant à écouter. C'est peut-être que les critiques sont plus sévères que c'est parce que c'est pas transcendant, mais niveau esthétique, musical, montage, il est offert en IMAX, en 3D, en toutes ces affaires-là. C'est vraiment un bon divertissement de cinéma. T'sais. Honnêtement, puis je vais peut-être choquer des gens, je pense pas que c'est vraiment plus faible qu'un Avatar ou quelque chose comme ça. Là. Fait que, puis Avatar va faire 2 milliards, là, va le friser, puis tout le monde y va, puis crier au génie. Là. Je pense que c'est pas mal l'équivalent d'histoire simple mais efficace. Là. D'accord. Puis la porte s'ouvre encore pour faire des éventuelles suites ok. et tout. Fait que je leur souhaite un bon gros premier week-end juteux, puis on aura plein de suites. Ouais. Peut-être que leur but, j'ai discuté avec un collègue qui a vu le film aussi, puis il sentait qu'il y avait peut-être une idée de ramener tranquillement les morceaux. Tu sais, je l'ai pas nommé, Jeff Bridges, il est encore là, un petit caméo, parce que lui vit, c'est le fondateur premier, puis il vit dans les ordinateurs, là, son personnage. Là. Ouais. Puis, fait que, tu sais, je pense qu'on veut continuer à ramener ça, mais mettons le personnage de... j'oublie toujours son nom, Olivia Wilde, mettons, il n'est pas là pantoute, tu sais, alors qu'il était très important dans celui d'avant. Fait que c'est un peu ça. Peut-être que ça va revenir plus tard dans les suivants, tu sais. À suivre. D'accord. Alors, un autre film que je n'ai pas eu la chance de voir, faute de temps, mais on dirait que The Smashing Machine de Benny Safdie. Oui, qui met en vedette Dwayne Johnson. On dit plus de Rock, même si on devrait quasiment le dire à chaque fois qu'il fait des films de lutte. En plus, il a recommencé à faire de la lutte. Fait que c'est dur de se ressortir de ça. Là. Ouais, comme John Cena. Là, Ouais, j'ai vu qu'il avait retourné. Moi. Ouais, c'est ça. John Cena, je pense qu'il a moins officiellement arrêté. Puis tout. The Rock était revenu un peu. Puis là, je pense qu'il était tourné. Ah non, c'est Cena qui a toujours été un gentil, un face, puis qui est tourné heel, tourné méchant. Mais The Rock était déjà un méchant, lui, à l'époque. What's Cookin'? On retrouve aussi Emily Blunt. Fait que oui, le duo de Croisière dans la jungle qui est de retour. On note aussi au générique très bonne performance de Ryan Bader, qui lui est un combattant de UFC, MMA. Dans le fond, UFC, c'est la Ligue Ultimate Fighting Challenge. Puis si j'ai bien compris, MMA, c'est la discipline, c'est-à-dire le Mixed Martial Arts. Ouais. Mais on est dans les débuts de ça, du combat de même. Et c'est à l'époque où les gens étaient moins... À cette heure, ils sont tellement bons qu'ils se forment tous dans plein de disciplines. Puis à l'époque, il y avait quand même plus des forces. Là. Pas comme les premières par édition que tu avais genre un karatéka contre un sumo contre un boxeur. Là. Ça, c'était vraiment un freak show, là, pratiquement. Mais là, il y a quand même des forces et des faiblesses. Ce qui est bien, c'est biographique. C'est The Rock. Dwayne joue le rôle de Mark Kerr, qui est un champion poids lourd des combats de MMA. Sauf qu'on le voit pas au début de sa carrière. Puis quand il va rencontrer sa blonde, puis comment, tu sais, ça, on en a soupé de ces biographies-là. Là. Fait que on est tout de suite en 97, il est champion, il s'en va faire des tournois beaucoup au Japon, c'est très populaire. Fait qu'il revient, il vit aux États-Unis et tout, mais au Japon, il y a comme une ligue, puis ils vont souvent faire des combats. Puis, tu sais, c'est pas arrangé, là, c'est vrai que là, que ça aille, puis tout, là. Et sauf qu'il va subir sa première défaite. Puis ça va vraiment le démolir puis le travailler, plus... On le mentionne pas trop, mais probablement une petite commotion cérébrale quand même, là, parce qu'il y en a toujours. Ouais. Là. Mais quand t'es KO, visiblement, c'est ça que t'as eu. Fait que ça va déclencher une addiction aux opioïdes, des petites chicanes avec sa blonde, qui est un très bon rôle aussi pour Emily Blunt, qu'on a vu quand même récemment, je dirais dans des films assez légers, là, toujours sympathique. Elle a une belle bonhomie et tout, une belle joie de vivre, mais une comédie plus légère. Peut-être Mary Poppins, Croisière dans la jungle, peut-être j'oublie des choses et je m'en excuse. Mais, quoi qu'il était dans... Quiet Place. Ouais, c'était plus dans l'horreur, puis surtout Oppenheimer. Ouais, c'était là-dedans aussi, mais en tout cas, les rôles des femmes dans les films de Nolan, c'est pas toujours les plus profonds. Plus de chair autour de l'os ici. Alors, c'est ça, comme aimante, mais un peu névrosée quand même, là, puis que c'est la faute de qui, de elle, de lui. C'est comme des gens qui sont faits pour être ensemble, mais pas faits pour être ensemble, un peu les deux, là, tu sais.
il manque de projets, ils passent trop de temps ensemble, puis je pense que c'est ça qui crée leur friction, là. Puis ce qui est sympathique, c'est que Kerr, lui, il est une grosse brute tu sais, il fait cette bataille-là, mais c'est le plus doux agneau, tu sais. Fait que c'est le meilleur rôle à vie de Dwayne Johnson. Ça va être dans les conversations d'Oscar, peut-être pour Blunt aussi. Moi, j'ai trouvé Bader vraiment bon parce que d'habitude, c'est un combattant. Fait que oui, il joue un combattant qui entraîne son ami, qui vont se retrouver à se battre contre. Il y a beaucoup d'affaires quand même parce qu'ils sont dans le même tournoi. Mais il est très bon, ouais. Puis il y a des scènes touchantes puis plus vivantes. Puis c'est sûr qu'il est en terrain connu parce que c'est cette zone de sport-là, tu sais. Mais il est excellent. Puis c'est ça. Fait que c'est pas un film où il se passe tant d'affaires, parce que c'est un peu la critique négative, si vous l'avez entendu, ou qui est peut-être un peu tiède, c'est que c'est pas une histoire si exceptionnelle que ça. Oui, ça nous arrive pas, mais il y a pas comme... Ça finit pas avec une statue à son nom. Il va pas revenir nécessairement, puis tout gagner, puis être le champion du monde, puis tu sais, c'est juste... C'est un moment difficile pour ce sport-là, de ce personnage-là, qui est extrêmement doux et gentil, comme The Rock l'est quand même. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que le vrai Dwayne Johnson, il entretient des réseaux sociaux, puis une marque de tequila, puis bien des affaires, là. Mais... c'est un peu le drame au quotidien, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, à la fin du film... Ils ont comme filmé le vrai Kerr, là, qui est encore en vie, retraité du sport, là, une 50aine d'années maintenant. Puis, qui est genre en Arizona, puis qui fait l'épicerie, puis c'est juste comme... qui est super gentil avec tout le monde. Là. Comme il filme Inusité, c'est même pas une entrevue, là, puis il est juste comme... Tu fais, OK, il a l'air tellement gentil, là. Tu veux que ce soit genre ton voisin, puis que tu puisses jaser café à la main tous les matins. Fait que tu comprends un peu pourquoi on fait ça. Ce qui est cool, c'est le premier film de Benny Safdie depuis qu'ils sont plus en duo avec son frère Josh. Benny est souvent comédien, là, on le voit plus à l'écran, puis devant l'écran d'habitude. C'est super cool comment c'est filmé, très caméra à l'épaule. Il y a un look rétro justement des années 80-90, donc il fait un peu VHS, là, pas aussi usé qu'une VHS, là, mais c'est ça, format plus carré aussi. Puis on dit que les scènes de combat sont très spectaculaires. Sont très spectaculaires, ça paraît que ils ont pris du monde qui savent se battre ou faire semblant de se battre. Fait que là-dessus, c'est vraiment cool. Avec ce jeu de caméra-là, ça fait moins grandiose, ça fait plus voyeur, justement, plus comme t'es dans l'action beaucoup. Fait que un peu, on en parle comme, tu sais, quand Paul Greengrass est arrivé avec son genre pour les Mémoires dans la peau, les Bourne, puis tout. Puis là, c'était la petite caméra nerveuse, puis vivante, puis les cuts, tac, tac, tac. Ben, c'est pas pareil, là, c'est pas aussi excité que ça, mais ça donne une esthétique différente qui nous fait ressentir beaucoup plus dans l'action, puis qui nous met au bout de notre siège quand il y a ces moments-là, tu sais. Fait que, puis aussi le côté quand tu suis le lutteur, le combattant qui approche du ring, puis tu sais, lui, c'est ça qu'il dit, là, veut pas, il défend aussi le sport comme ce sentiment-là, là, des 40 000, des 10 000 personnes qui t'applaudissent, qui cheer pour toi, ou même qui te huent un peu, mais il n'y a rien de mieux que ça, là. C'est ça ta vraie drogue que tu veux chasser, puis tu veux continuer encore et encore, tu sais. Fait que c'est ça qui est super cool dans le film. C'est un film, tu sais, c'est ça, qui rentre pour les qualités techniques, les qualités de prouesse, pas nécessairement le scénario, mais la livraison des dialogues et tout. Il s'inscrit définitivement dans la course aux Oscars. Fait que pour ceux qui sont amateurs et qui veulent pas avoir trop de retard en février-mars prochain, sautez sur l'occasion. Surtout qu'il n'y a pas eu un démarrage du tonnerre au cinéma, alors ça sera pas à l'affiche à Noël. Là. Attendez pas trop. Là. Puis à noter que c'est la production la plus coûteuse pour les studios A24. Ah ouais, je savais pas ça. 50 millions de dollars. OK, mais quand tu fais du rétro, là, j'espère que c'est pas juste Johnson qui commande tout ça. J'espère pas non. Parce qu'en même temps, il en fait bien gros des films de super production qu'il peut faire. Donc voilà pour The Smashing Machine. Restons aussi à la plus petite échelle. Autre film québécois qui prend l'affiche. Un film un peu de genre. Il a pris l'affiche déjà. Oui, qui a pris l'affiche. Dans notre rattrapage. Oui. Donc, Peau à peau de Chloé 5 mars, pour qui il s'agit d'un premier long métrage. Oui, elle avait déjà scénarisé d'autres films, mais première réalisation. Qui met en vedette principalement Rose-Marie Perrault et les autres faces, je les connaissais pas honnêtement. Ils se défendent tous très bien, mais c'est pas des noms connus.
Donc, Rosemary incarne Pénélope qui a bien failli y laisser sa peau pendant l'accouchement de son premier enfant prématuré, Lou. Puis, elle est à la maison. Elle trouve ça difficile parce que c'était aussi elle avait un travail atypique, une danseuse contemporaine. Puis, elle a des difficultés à allaiter. Les nuits sont pas bonnes pantoute. Son enfant est dans des coliques. Puis, son chum, Gaspard, est quand même fucking bonasse au sens où il est comme ce stéréotype, il va peut-être devenir le meilleur père du monde, mais il a comme pas encore trop réalisé qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi. Pas à l'aise avec les bébés. Pas à l'aise avec les bébés, pas à l'aise avec sa blonde, pas à l'aise avec la paternité, fait qu'il se tient loin de la maison, puis c'est mieux comme ça pour tout le monde. Garde le lien mère-enfant, c'est mieux, fait des affaires. Wannabe musicien aussi, rien pour aider à s'ancrer dans une réalité, disons. Fait que en proie à l'insomnie comme ça, un soir, elle va aller promener son bébé parce que c'est l'été, grosse canicule. Elle va aller au DEP s'acheter une petite boisson gazeuse, puis il va avoir un hold-up à ce moment-là qui va commencer à la traumatiser, puis elle va se mettre à se sentir traquée et ramener peut-être des réminiscences d'un souvenir du passé. Mm-hmm. C'est donc un film, comme tu as dit, premier film intimiste, petit budget, mais très, très bien utilisé, très, très bien mis en scène. Je veux pas que ça a l'air péjoratif quand on dit ça, c'est juste qu'à un moment donné, c'est une réalité. Là. Au Québec, il y a des films à 10 millions, puis il y a des films à comme 300 000 $, là, fait que lui doit être 1 million, là, 800, moins 500 000 peut-être, là, c'est ça. Ouais, ça doit être les moins de 1 million. Là. Puis, oui, il y a ça, il y a moins de 1,5, je pense, dans la Sodec, puis tu as les micro-budgets, je pense, c'est ça, puis c'est des genres de 100 ou 200 000, fait que... Je sais pas. Ouais. Je pense que ça serait probablement plus là-dedans. Ça. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça. On a transformé ça en genre de... en thriller, dans la direction photo, la musique, la fatigue qu'on voit. C'est le... on venait de parler du meilleur rôle de Dwayne Johnson. C'est définitivement le meilleur rôle de Rosemary Perrault jusqu'à présent. Un des rôles principaux aussi. Elle porte le film sur ses épaules, littéralement. Elle joue avec un vrai bébé, avec tout au travers. C'est pas du CGI. Allez vous rhabiller Twilight. C'est comme ça qu'on filme. Je pense qu'ils ont utilisé des jumeaux. Ça se fait oui. C'est toujours ça qu'on fait pour des films avec des bébés. Fait que c'est vraiment un très bon film. Anxiogène et tout. C'est pas de l'horreur. À la limite, si vous êtes Halloween, mais je veux pas trop avoir peur puis tout, c'est une très bonne thématique. C'est un drame psychologique, dans le fond. C'est ça, la présence du film. Il n'y a pas d'esprit tant que on joue un peu avec les codes de l'horreur, mais on n'est pas dedans du tout. Non, c'est ça. C'est pas de la possession. C'est pas Rosemary's Baby. Là. On est juste dans la longue descente paranoïaque de quelqu'un qui est en dépression. Qui est 100% dépression postpartum. Là. Oui, c'est ça. Et tu vas nous le confirmer parce que tu as discuté avec Chloé 5 mars, mais inspiré de son histoire, malheureusement. Exactement. Elle s'en est remis et tout. Là, oui. Mais non, une belle conversation, très honnête, très ouverte de parler de tout ça. Donc oui, puis même, elle disait que son premier jet, son scénario, était vraiment axé sur la culpabilité de la mère. Elle portait vraiment un jugement sévère sur son personnage féminin, qui finalement s'est transformé parce qu'elle a donné quand même naissance à un autre enfant quelques années plus tard. Et c'est là que finalement elle a compris un peu tout le drame qu'elle avait vécu lors de ce premier accouchement-là. Fait que vraiment un papier très intéressant. Je vous invite à aller le voir, qui est présentement en ligne déjà sur monsciné.ca. Puis, donc qu'est-ce que tu veux dire? J'allais dire, c'est ça, parce que quand tu as un premier enfant, là, c'est mon cas. Ouais. Toi, tu en as eu 2. 2. C'est ton seul comparatif. Tu sais. Ouais. Fait que si ça va super bien, là, il dort, il mange tout, le sein, il y a du lait maternel pour tout le monde, c'est comme, c'est facile. Puis là, des fois, ton deuxième, c'est plus rough. Et l'inverse, fait que si ton premier, c'est rough, il y en a des enfants qui pleurent toutes les nuits pendant 18 mois, puis amener du jour au lendemain, ça arrête, puis c'est comme, OK, c'était juste une phase, tu sais. Mais ça, tu vires complètement fou, folle, puis t'es comme... non, ça se pourra juste pas, là. Puis là, tu te sens mal parce que tu dis, mais là, les autres, ils ont des enfants, puis tout le monde m'a dit que c'est les plus beaux moments, puis profite de chaque seconde, puis moi, je m'ennuie pas du tout de mon travail, puis là, tu sais, comme, tabarnage, moi, j'en veux plus de cet enfant-là, tu sais. Fait que, c'est ça, fait que il y a beaucoup de non-dits là-dedans, comme les fausses couches aussi, là. Il y a pas ça dans le film, mais ça aussi, c'est comme, quand tu discutes, tu réalises que, des gens, je pense que c'est une grossesse sur 4 qui est en fausse couche, mais
T'as l'air d'être la seule personne au monde, le seul couple au monde qui vit ça. Mais c'est totalement faux. Alors, les dépressions postpartum, c'est pas tout le monde, mais trouver ça rough, ça, c'est tout le monde. Ouais. Comme la parentalité et les débuts. Tout le temps, mais quand même les débuts. Là. Quand l'enfant communique pas, puis c'est un petit tuyau, comme on dit. Là. Donc, hâtez-vous aussi pour Peau à peau, parce que ce genre de film, on sait québécois, d'auteurs, ça reste pas longtemps malheureusement le à marché est l'écran. sauvage en ce moment. Fait que si ça vous intéresse, nous, en tout cas, on vous le conseille chaudement pour... fait également film, je dirais pas d'Halloween, là, mais tu sais, on est dans... le spooky season. Le truc un peu étrange. La lumière qui baisse, ouais. tranquillement. Là, le temps froid revient. Un film de tension, disons ça comme ça. J'ai encore 2 films que j'aimerais présenter. Je vais faire ça rondement. Et il y en a un qui est niché. Et c'est Good Boy. Il y a un petit buzz, par exemple, entourant ça. De Ben Leonberg. C'est un film d'horreur, cette fois-ci. Un film de possession ou de maison hantée, mais du point de vue canin. Alors, ce n'est pas le chien qui va se faire hanter, qui subit ça. Il subit par la bande indirectement, mais c'est son maître qui est un peu... ça va pas bien, on comprend qu'il y a une maladie, quitte la ville, s'en va dans le vieux chalet hérité d'un mononcle, puis sa sœur a dit « Hey, va pas là, c'était weird en esprit, aller là. » Il dit « Non, on est bien ici, on est bien. » Fait que pendant que lui, il voit pas trop ce qui se passe, son chien, il sent des présences, trouve que la maison est étrange. Même le maître va un petit peu tranquillement enquêter, pas enquêter, écouter des vieilles vidéos, trouver que c'est... Puis ça se passe à l'automne, c'est lugubre, tout est noir, tout est brumeux, tout est vaporeux. Mais donc, la particularité du film, c'est qu'on est du point de vue canin. Bon, là, c'est pas filmé en couleur weird comme un chien, mais la caméra est souvent basse. On voit les réactions du chien, on voit le chien qui est inquiet dans le coin. Qui est inquiet en regardant dans le coin, pardon. Et son maître, il parle un peu, mais à part ça, il n'y a pas de communication. Le maître est tout seul, fait que c'est pas un film sans dialogue, mais il y a peu d'échanges. Qu'est-ce qu'il y a aussi de singulier? Ça dure comme 75 minutes. C'est très bref quand même. Ça va assez droit au but sur, évidemment, l'accentuation des phénomènes de plus en plus jusqu'à temps qu'il arrive à une chute où là, il faut agir, il faut faire de quoi. Donc, c'est un film qui a été produit indépendamment. Il a été présenté à South by Southwest puis une couple d'autres festivals. C'est pour ça qu'il y a un petit buzz, comme tu dis. C'est le chien de Leonberg et sa conjointe Carrie Fisher. C'est quand même drôle, ils ont nommé leur compagnie de production What's Wrong with Your Dog. Ça a été tourné à New Jersey, 400 jours de tournage, parce que comme c'est avec leur chien, ils respectent leur chien. Fait que des fois, les journées, on va là, on set l'éclairage, on fait les choses, tu fais une coupe de scène, ça va pas, tu passes à autre chose. Fait que c'est un genre de 400 jours, ça veut dire probablement 2 ans de tournage, là, 18 mois comme faux, là. Fait que c'est pas le personnage principal, c'est pas Leonberg, là, vu qu'il réalisait, là, il y a quand même un autre comédien, c'est lui en plus, puis sa blonde, fallait qu'il dresse le chien. Fait qu'il y a plein, on peut voir des entrevues là, ces temps-ci, là, ils font des Q&A des fois avec leur chien, puis ils disent hey, aux gens, là, faites les petits applaudissements jazz, là, parce que sinon le chien va capoter s'il y a 800 personnes qui applaudissent d'un coup, là, il va avoir peur puis tout. Là. Il sait pas qu'il y a une vedette, Indy le chien, puis il a son vrai nom dans le film. Je trouve la prémisse vraiment intéressante. Oui. Ça, juste un coup de génie, bravo, j'aurais aimé y avoir pensé. Parce que c'est vrai, dans le film d'horreur, souvent on voit un chien. Parce que dans une famille, il y a un bon chien. Ouais, puis... Mais là, c'est pas une famille, c'est un gars de ça. Mais souvent, c'est le premier indicatif que la maison est hantée. C'est lui qui réagit en premier. Oui, comme ils sentent le tonnerre des orages. Souvent, il va mourir en cours de chemin, comme dans Conjuration et plein d'autres films. Là. Fait que, ou quitter dans les bois, puis on le sait pas trop. Puis il revient à la fin pour « Ah, le chien est pas mort. » Fait que bravo pour ça. Moi, alors, Good Boy, qui est juste disponible en version anglaise. Des échos me disent que le distributeur essayait d'avoir une version sous-titrée en français, mais là, peut-être d'ici l'Halloween, mais pas encore. Je sais qu'il ouvre cette semaine au Clap à Québec. Il jouait déjà depuis le 3 à Sherbrooke, à la Maison du cinéma. Il y avait aussi, je crois que c'est au Cinéma Forum à Montréal. Fait que c'est très limité, mais vous savez, on aime les films d'horreur, on aime les films de genre, alors c'est sûr qu'on ne peut pas se priver d'en parler. Et en film plus limité, il m'en reste un qui est sorti la semaine dernière, Anémone de, non pas de Anémon, mais de Ronan Day-Lewis. Et si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est bien le fils de Daniel Day-Lewis. Autre particularité de ce film-là, non, on n'amène pas un chien ou quoi que ce soit, mais on a sorti Daniel de sa retraite. Ça fait 9 ans depuis son dernier film, qui était un Paul Thomas Anderson, dans Phantom Thread.
Et il a coécrit, il produit le film, il a coécrit avec son fils Ronan. Ronan, c'est sa première réalisation. Et Daniel a le rôle principal. Il joue avec Sean Bean, qui joue son frère, je dois dire. Je pense que Sean Bean est plus vieux. Sean Bean joue plus le grand frère. On est au nord de l'Angleterre, donc le personnage de Bean va quitter un peu un matin là, sa femme, son fils, et s'en aller dans le bois pour dire « je vais aller essayer de le retrouver », et il va retrouver son frère qui est isolé depuis des années, qui va essayer de le convaincre de revenir, parce qu'en fait, on comprend que Bean, la dite femme et le dit fils avec qui il vit, sont en fait l'ex et le fils de Daniel Day-Lewis. Mm-hmm. Alors, puis il va essayer de comprendre qu'est-ce qui est survenu parce qu'ils ont fait la guerre en Irlande contre l'IRA. IRA, oui, c'est ça, merci. Fait qu'est-ce qui a mené à l'origine de son exil et tout. Fait qu'eux étaient contre l'IRA? Okay. Eux étaient irlandais. Oui, c'est ça, parce que... Ben là, ils sont rendus en Angleterre, mais eux... Okay, mais... Ben, le synopsis dit la guerre contre l'IRA. OK, probablement qu'ils étaient eux membres de l'IRA, parce que c'était les combattants irlandais qui voulaient l'indépendance. Oui, c'est ça. Fait qu'eux, je pense qu'ils jouent des Irlandais. Là. Exact, oui, parce qu'ils sont irlandais. OK, les deux, bon. Fait que moi, c'est peut-être le phrasing, là, mais... non, c'était la guerre contre l'IRA, mais eux étaient dans IRA, c'est ça. Fait que... bref, c'est ça. Si c'est un film, vous aimez voir Daniel Day-Lewis faire des monologues d'histoire de caca, ben... Et d'être intense. Il fait ça là-dedans. Ronan, c'est très esthétique, comment il réalise, beaucoup de belles images. J'ai oublié de noter celui qui fait la musique, mais il fait beaucoup de musique de film quand même. Je pense que c'est un up-and-comer, là, mais des fois, ils ont 41 ans quand même, là, le monde-là, mais il fait beaucoup de musique dans des films récemment. C'est très bon pour ça. Mais ça paraît que Ronan aime son père, trouve que c'est un très bon acteur. Il est au centre de l'objectif vraiment souvent et tout. Je pense que c'est un film qui va passer assez vite en coup de vent, malheureusement, vu que c'est quand même pointu, ça ne s'adresse pas à tous. Je me trompe. Il y a une version française, une version anglaise, il y a une version sous-titrée en français, mais il y a... c'est ça, quand même, tu sais, les thèmes, on revient un peu sur le conflit, sur le trauma de guerre, des côtés de la rédemption familiale, la violence domestique, des abus sexuels au sein de l'Église catholique. Fait que donc, c'était deux frères. Il y a aussi cette continuité. Là. Si tu es un enfant amoché, ben, tu vas devenir un parent qui amoche des enfants amochés. Fait qu'il y a une forme de continuité là-dedans. Là, un cercle vicieux, pardon. Fait que c'est les avantages de voir le film, c'est Daniel Day-Lewis et tout, une brillante performance encore. Ça se pourrait très bien qu'il se ramasse encore aux Oscars parce que c'est lui, puis il est sorti, puis qu'il joue gros, puis il joue intense. Fait que je recommande pour ça. Le film est quand même cryptique. Honnêtement, il y a des images, des fois, que j'étais comme... ouais, ça, je sais pas, là. Parce que Anémone, c'est une sorte de fleur, puis ces fleurs-là autour de son petit camp dans le bois reclus. Puis, à un moment donné, il se lève la nuit, puis là, sur le lac, il y a une grosse forme holographique. Puis là, je suis comme... oh, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Le code de tout ça, là, qu'est-ce que ça représente dans l'histoire, là? Oh, ça, c'est pas clair. Fait que s'il y en a qui sont mieux en analyse de films et tout, là, vous m'écrirez là-dessus. Peut-être que je n'ai pas regardé, peut-être que ça fait déjà une semaine là, qu'il y a déjà des vidéos YouTube qui tentent d'expliquer tout ça. Alors, à découvrir. Une couple de sorties la semaine prochaine. Moi, honnêtement, celle qui m'intéresse le plus, qui pique le plus ma curiosité, c'est la comédie Good Fortune de Aziz Ansari avec Seth Rogen, Aziz Ansari et Keanu Reeves qui joue un ange qui mélange un peu les choses, veut mettre un pauvre dans la peau d'un riche, dans la situation d'un riche en disant tu vois, c'est pas ça la solution de tes problèmes, mais finalement, ça a l'air d'être la solution de tes problèmes, fait que là, il faut qu'il essaie de régler ça à l'envers. Fait que c'est comme un ange, mais qui est pas le meilleur, pas l'ange le plus dégelé de sa boîte. Il y a ça, il y a un Guadagnino qui sort. Oui. Il y a Black Phone 2. Black Phone 2, film d'horreur. Moi, j'ai bien aimé le premier, fait que je suis curieux de voir le deuxième. J'espère que ça va être à la hauteur des attentes. Donc, on va découvrir ça. À découvrir la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, contactez-nous, écrivez-nous par courriel balado@commercialmonciné.ca et suivez, s'il vous plaît, Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram et partagez le podcast. Dites ça à vos amis, d'écouter ça une fois de temps en temps.
L'épisode spécial de Ma belle-mère est une sorcière est en ligne. Ton entretien avec Chloé 5 mars pour Peau à Peau est en ligne aussi. Alors, consommez mon ciné, vivez mon ciné. Procurez-vous gratuitement le magazine en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, bon cinéma, bon popcorn, et si vous devez vous cacher contre la police, choisissez peut-être un Walmart au lieu d'un Toys R Us. Au moins, vous aurez plus de choix de nourriture.